Bonsoir à tous, bienvenue dans le 20h. Merde. Il y a d'abord les mots de François Bayrou qui a découvert les violences dont sa fille a été victime il y a près de 40 ans à Bétarame. Vous l'entendrez réagir en tant que père et personnage public. Le long défilé des pèlerins à Rome, ils viennent du monde entier pour dire adieu au pape François. Sa dépouille est exposée depuis ce matin dans la basilique Saint-Pierre. Un petit plaisir qui croustille, les Français raffolent des chips grâce aux nouvelles saveurs qui se multiplient dans les rayons. Nous verrons celles que vous préférez. Et puis, une lueur d'espoir contre le blanchissement des coraux. À Tahiti, une espèce résiste au réchauffement climatique. Les chercheurs veulent l'implanter ailleurs pour préserver les lagons. François Bayrou s'est donc montré bouleversé après les révélations de sa fille. Elle raconte qu'elle a été victime de violences lorsqu'elle était élève à Bétarame. Un épisode qu'elle avait toujours gardé pour elle. Son père l'a découvert en lisant son témoignage. Regardez sa réaction, recueillie par Carole Guyon, Jules Longchamp et Élodie Delfoy. Son nom vient allonger la liste des nombreuses victimes de Bétarame. Hélène Perlan, la fille de François Bayrou, témoigne dans ce livre choc à paraître demain. À l'âge de 14 ans, lors d'un camp d'été organisé par la congrégation, elle raconte avoir été violemment agressée par un prêtre. L'artigué me saisit tout d'un coup par les cheveux. Il me traîne au sol sur plusieurs mètres et me roue de coups de poing, de coups de pied, sur tout le corps, surtout dans le ventre. Je me suis urinée dessus. Celui qu'elle accuse, l'abbé Lartiguet, est décédé en 2000. Elle affirme, comme la plupart des victimes, n'en avoir jamais parlé à sa famille. Mon père, j'ai peut-être voulu le protéger inconsciemment, je pense, des coups politiques qu'il se prenait localement. Ce matin, hors micro, François Bayrou se disait bouleversé. Il a pris la parole dans l'après-midi lors d'un déplacement en prison en Isère. En tant que père de famille, ça me poignarde le cœur. Peut-être grâce à elle, on en parle plus, ou grâce à la contestation qu'on a voulu développer contre moi, on en parle plus. Sous pression depuis début février, François Bayrou a toujours maintenu n'avoir été informé d'aucune agression sexuelle, ni de l'ampleur des violences physiques. Pourtant, certains témoignages affirment le contraire, comme celui de cette ancienne professeure à Bétarame, expliquant avoir été témoin de scènes de violence, à ses côtés à l'époque, l'épouse du Premier ministre. C'est dans ce contexte qu'Hélène Perlan, 53 ans, aujourd'hui enseignante à Bordeaux, a contacté le 21 février dernier Alain Esquer. Ancienne victime, aujourd'hui lanceur d'alerte, il a recueilli près de 200 témoignages avant d'en faire un livre. Aujourd'hui, moi je n'ai pas les preuves tangibles pour démontrer que François Bayrou était au courant de ce qui se passait à Bétarame. Il avait évidemment, et il savait qu'il y avait des violences qui s'y produisaient, mais je pense que tout le reste il l'ignorait. François Bayrou doit être auditionné le 14 mai prochain devant la commission d'enquête parlementaire. Ils ont été des dizaines de milliers toute la journée à faire la queue, place Saint-Pierre, pour dire adieu au pape. Ça continue d'ailleurs encore ce soir et jusqu'aux obsèques. La dépouille est exposée aux fidèles qui patientent des heures pour le voir quelques secondes. Un moment très intense qu'ils ont raconté Raphaël Chapira et Marion Huguet. Aux abords de la basilique, une foule de plus en plus compacte. Des dizaines de milliers de personnes se pressent pour rendre un dernier hommage à leur pape défunt. Je pense qu'on sera là jusqu'à la tombée de la nuit. Si tout va bien, je le verrai avant minuit. Face à la pression des fidèles, les membres de la protection civile perdent patience. Je n'ai plus de place pour les gens. Où est-ce que je les mets? À l'intérieur, dans un flux continu, les fidèles défilent téléphone en main pour saluer François, interdit de s'arrêter. Seuls les employés du Vatican et les délégations officielles peuvent se recueillir à ses côtés, comme la présidente du Conseil, Giorgia Meloni. Ce matin, c'est au son des cloches de Saint-Pierre que sa dépouille, escortée par des dizaines de cardinaux, est entrée dans la basilique. Après avoir parcouru l'allée centrale, accompagnée des chants du chœur de la chapelle Sixtine, comme il l'a souhaité, son cercueil a été posé sur le sol et non sur un promontoire, comme ses prédécesseurs. À la sortie, cette mère et sa fille
venues de Clamart, sont heureuses Ah bah, dis donc. de dire au revoir. Il y a une forte émotion. En fait, on est pris, il y a la foule, on fait 3 heures de queue. On oublie un moment, le moment, et puis quand on arrive là, devant la dépouille, on est saisi et on est touché. Et une forte émotion, et il a l'air aussi apaisé en même temps. Franchement, ça m'a rendue très heureuse et ça m'a touchée. J'ai failli pleurer, sincèrement. Comme vous pouvez le voir derrière moi, des milliers de fidèles attendent encore de pouvoir entrer dans la basilique. Une affluence qui devrait se poursuivre dans les jours à venir jusqu'à vendredi soir, 19h, la veille des funérailles. Oui, effectivement, les funérailles auront lieu samedi matin et des centaines de milliers de fidèles seront là. Ils affluent depuis lundi. Trouver un logement à Rome tourne d'ailleurs au casse-tête. Surtout que la ville se met en état de siège vu le nombre de personnalités qui seront présentes. Une ambiance que nous font vivre Claire Vérove, Charline Madini et Baptiste Lévy. Il n'y a vraiment rien à faire, hein, il y en Dans a. 3 jours, le Vatican sera le centre du monde. 130 délégations étrangères, 250 000 visiteurs que Rome doit accueillir en toute sécurité. Barricades, militaires munis de brouilleurs de drones, et pour aiguiller la foule, 2500 volontaires venus de tout le monde. Vous allez devoir contourner la place Saint-Pierre. Je suis parti de Bergame, dans le nord du pays. Je suis fier de contribuer à cet événement. À l'aéroport, les avions arrivent complets et les places sont de plus en plus chères. Notre vol était plein. On vient de Caroline du Nord aux États-Unis. On ne voulait absolument pas céder notre siège, mais vu les offres qu'on nous a faites pour le racheter, on aurait pu se faire beaucoup d'argent. Des fidèles prêts à tout pour assister à l'événement. Dans cet hôtel, le prix des chambres est passé de 150 à 200 € la nuit, pourtant les demandes continuent d'affluer. Ce matin encore, une cliente polonaise m'a appelée désespérée. Elle cherchait une chambre pour 3 personnes. Elle a insisté et nous a dit qu'elle était une habituée. Que pour elle, c'était tellement important de voir le pape. C'est vrai que malgré la tristesse, pour nous, c'est une bonne période. Le quartier du Vatican en effervescence. Pour être prêt pour la cérémonie, les hommes d'église se pressent chez le tailleur favori du pape. Ah ben, remarque, il y en a qui vont faire des Tout affaires ça, avec ce la sont des mort soutanes du en pape, confection. là. Et non, ils vont se faire des machines en or, hein. Celle-ci, avec des broderies rouges, ce sera pour un évêque. Ce matin, 5 cardinaux sont venus. Parmi eux, se trouve peut-être le futur pape. Mais ça, personne ne le sait encore. Au-delà des obsèques du pape ce week-end, le mystère autour du choix de son successeur devrait attirer des dizaines de milliers de visiteurs jusqu'à la fin du conclave. Et les obsèques, vous pourrez les suivre en intégralité, bien sûr, sur France 2 dès 8h du matin. Oui, avec bah, c'est ça, Julien sûrement. Bugier en direct. La hausse maintenant des vols dans les magasins. Le phénomène est tel que la police n'arrive plus à faire face. Certains directeurs de boutiques ont donc pris une décision radicale, celle d'afficher Qu'est-ce le qu'il y a, visage ma des Méline ? voleurs. C'est illégal, ils le savent, mais assument. Ils ont dit pourquoi à Anaïs Anquet, Léana Bonas et Frédéric Mann. Qu'est-ce qu'il y a, ma Méline? Discrètement, Ah, la fin. Attends, autre cette chose. cliente Ça glisse un tourne. parfum de sa poche. Ça roule, ça tourne. Ici, Non, on va les mettre une là. autre femme subtilise là. un torchon Non. pour le Ouais, placer il dans faut son peut-être sac. finir, Marc. Les vols Il y a un ne outil, durent tu que t'es quelques habitué secondes. Mais ils Oui. ont tous été filmés par les caméras de Bon, on surveillance se laisse comme de ça. ce magasin situé en Seine-et-Marne. Tiens, ma Des puce. vols à l'étalage de plus en plus nombreux, selon cette vendeuse. Et donc ça, elle l'a reproduit 3-4 fois dans la même après-midi. Ouais, c'est pas forcément les personnes à qui on s'attend. Des fois, Non, c'est des Méline. petites mamies avec leur chariot, on les voit même pas, elles mettent dans le sac direct. Au total, l'an dernier, Et moi, 8 000 € de marchandises ont été dérobées dans cette boutique. Le gérant a donc fait un choix radical. Depuis quelques mois, il publie les photos des voleurs sur les réseaux sociaux. Le point le plus poussé, je dirais, sur cette décision, c'était aussi de dire, bon, chez nous, si vous venez, on n'hésitera pas, on va publier votre photo. C'est vraiment de dissuader, l'objectif est de dissuader. Et moi, j'ai pas les moyens financiers d'aller prendre des agents de sécurité, mettre des parties anti-vol à tout va. La pratique est illégale car c'est une atteinte à la vie privée. Pourtant, elle prend de l'ampleur. Sur Internet ou même en vitrine, beaucoup de commerçants n'hésitent plus à afficher les visages des voleurs. C'est le cas de Bastien Mandos. Cet opticien, lassé des vols à répétition, Donc là, elle prend une paire, 2 paires.
a lui aussi déjà diffusé ce type de photos, jusqu'à ce qu'il reçoive Non, cette voyons. lettre des autorités. On a le courrier de la préfecture qui est juste ici, voilà, qui nous dit qu'en fait on risque 45 000 € d'amende et 3 ans d'emprisonnement. Je trouve ça scandaleux parce que les voleurs finalement risquent beaucoup moins que nous. Donc voire même rien du tout, parce que la plupart du temps ils ne sont pas arrêtés, ils ne sont pas poursuivis. Avec d'autres commerçants, ils ont monté un collectif et réclament une loi pour rendre la diffusion des photos de voleurs légale. On devrait connaître dans la soirée le jugement dans l'affaire de l'agression du rabbin d'Orléans. Vous vous souvenez qu'il avait été frappé et insulté le mois dernier sous les yeux de son fils. Un jeune migrant avait été interpellé. Il comparaît aujourd'hui devant le tribunal pour enfants. La victime s'est exprimée lors de son arrivée. Peggy Moget et Garon Kevorkian ont été présents. Le rabbin Ari Engelberg a décidé de faire face à son agresseur présumé. Au tribunal, entendre sa version des faits, soutenir son regard, comme il l'a fait il y a un mois. En pleine rue à Orléans, asséné de coups devant son fils de 9 ans, par l'homme que l'on voit ici de dos. Il avait tenté de se défendre. Son agresseur avait ensuite pris la fuite. Je me suis défendu, c'est que je n'ai pas baissé la tête. Je l'ai fait pour mon fils, et je l'ai fait pour moi, je l'ai fait pour toute la communauté juive et pour tous les citoyens français qui refusent de baisser la tête face à la délinquance. Quand on vit dans une démocratie dans un pays comme la France, on n'a pas le droit de se faire agresser. Que ce soit pour la religion ou pour tout autre caractère. D'après le rabbin, le suspect aurait proféré des injures à caractère antisémite et craché dans leur direction. L'agression avait suscité une immense émotion. 48 heures après, plus d'1 millier de personnes marchaient dans les rues d'Orléans pour dénoncer l'antisémitisme. Le suspect, un mineur de 16 ans, comparé à huis clos devant le tribunal pour enfants. Depuis son interpellation, sa version ne diffère pas. Il nie être l'auteur de l'altercation et soutient s'être défendu. Face aux enquêteurs, il n'a pourtant cessé de se contredire sur sa nationalité, notamment d'abord palestinienne puis marocaine. D'après son avocat, il s'agit d'un mineur isolé, en France depuis moins d'1 an, impliqué dans 3 procédures judiciaires. Pour l'agression du rabbin, il encourt 1 an et demi de prison. Les craintes des syndicats se confirment chez Arcelor. La direction envisage de supprimer 600 emplois en France. Elle l'a annoncé aujourd'hui. Décision du Seuret. Manque de compétitivité de l'acier en Europe. 7 sites sont touchés, la plupart dans les Hauts-de-France. Regardez les premières réactions des salariés avec Maëva Damois, Luc Bazizin et Sylvain Giroux. Ma puce, c'était bon. C'est un nouveau coup dur pour l'acier français. ArcelorMittal envisage 600 suppressions de postes dans il y a le ses nettoyeur usines. qui est passé derrière. À Dunkerque ce soir, site qui serait particulièrement touché, ce représentant syndical est en colère. La stratégie de la direction, c'est de laisser crever notre site. À coup. Oh, dis donc, regarde comment il est rouge, le mec. Je sais pas. Et c'est tout un secteur qui s'inquiète pour son avenir. Ce technicien qui souhaite rester anonyme travaille dans les hauts fourneaux depuis 4 ans. Bon, ça va pas se limiter à 600 postes et oui, effectivement, ça m'inquiète beaucoup. Car moi, je suis en technicien de maintenance pour une boîte de sous-traitants justement pour Arcelor. Il n'y a plus rien là. Et je pense que si ça va pas chez Arcelor, ça ira aussi chez nous. Et... Donc peut-être qui sait, peut-être moi aussi perdre ma place. 7100 personnes sont employées dans les 7 sites de production concernés. Un projet que la direction du groupe justifie par la crise qui frappe l'industrie de l'acier en Europe. L'entreprise doit envisager des mesures de réorganisation pour adapter son activité au nouveau contexte du marché et assurer sa compétitivité future. En comité social et économique cet après-midi, la direction a notamment annoncé des délocalisations selon les syndicats. On nous a présenté des fonctions, des chiffres assez globaux, de fonctions qui vont être, des postes qui vont être supprimés et en partie délocalisés en Inde et ou en Pologne. Interrogé, le ministre de l'Industrie affirme que l'État sera vigilant pour qu'il n'y ait aucun site qui ferme en France. Nous avons déjà parlé des polluants éternels qui ne se dégradent pas dans la nature. On savait qu'ils sont présents dans l'eau, ils le sont aussi dans le vin. En tout cas, c'est ce que dit une étude réalisée par des associations environnementales. Y a-t-il des risques pour la santé? C'est ce qu'on voulait savoir. Noé Poitvin, Pierre-Yves Salic et Bruno Vignier. Donc là, Sauvigné gris, on est dans le sud de la France, à peu près 5. En dégustant leur verre chez ce caviste, ces 2 trentenaires ingèrent peut-être des polluants éternels. Le TFA, produit de dégradation de pesticides, a été relevé dans certaines bouteilles de vin par les scientifiques.
Même le vin biologique peut être concerné. Ce consommateur vient de l'apprendre et se dit préoccupé. Bien sûr que c'est inquiétant, mais comme tout le reste, et malheureusement, on espère que ça va s'améliorer avec le temps, mais on ne peut pas non plus s'arrêter de consommer pour autant. Rouge, blanc, rosé, 49 bouteilles ont été testées en provenance de 10 pays européens dont la France. Résultat, dans toutes les cuvées antérieures à 1988, aucune trace du polluant. Après 1988, toutes les bouteilles testées en contiennent, notamment 2 françaises. C'est même exponentiel, avec des niveaux très élevés pour les vins les plus récents. En moyenne, les concentrations qu'on a pu trouver dans le vin sont 100 fois plus élevées que ce qu'on avait trouvé dans l'eau potable. Donc c'est des niveaux très significatifs. Comment expliquer ce résultat? La cause la plus probable, les pesticides. Certains viticulteurs assurent pourtant ne pas avoir le choix. Du moment qu'on cherche de plus en plus petit, forcément, on va trouver toujours des traces. Croire qu'on peut se passer complètement de produits phytosanitaires, il faut arrêter, quoi. C'est absolument utopique. Pour l'heure, il existe peu d'études sur le TFA et son impact sur la santé. Mais les PFAS dont il fait partie sont des perturbateurs endocriniens et peuvent augmenter le risque de cancer. C'est pas un verre de vin qui pose problème, c'est notre exposition via plusieurs aliments contaminés par les PFAS qui pose problème. Et donc là, c'est possible puisque les PFAS contaminent l'eau qui arrose les fruits et les légumes. Les auteurs de ces tests appellent à une interdiction immédiate de tous les PFAS, dont le TFA, soumis aujourd'hui à aucune norme. À propos de santé, le bilan de l'épidémie de chikungunya à La Réunion, il s'est alourdi. On en est maintenant à 10 morts. Cette maladie peut-elle se répandre ailleurs? D'autres cas ont été signalés.